À Jérusalem, nous sommes en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Nous sommes aujourd'hui donc le 2 juillet 2026. Cette date marque en Israël les 1000 jours de la guerre débutée le 7 octobre. Oui, effectivement, il en a un terrible anniversaire qui rappelle que la guerre dans laquelle l'État d'Israël se trouve actuellement est la plus longue des guerres d'Israël. À l'occasion de cet anniversaire, de nombreux rassemblements du souvenir et des manifestations de protestation sont prévues près du site du festival Nova à Reim, dans le pourtour de la bande de Gaza, sur la place des otages ce soir à Tel Aviv, à Jérusalem devant la Knesset. Cela a même commencé déjà tôt ce matin et dans différentes villes du pays. À l'occasion de cet anniversaire, le Bitoire Leumi, les assurances nationales ont publié des données impressionnantes sur l'aide fournie aux victimes et à leurs familles. Le Bitoire Leumi a fourni de l'aide au cours des 3 dernières années à plus de 86 000 Israéliens, nouvelles victimes du terrorisme. Et puis côté américain, on envisage à nouveau de plus en plus sérieusement l'option d'un retour à une opération militaire contre l'Iran. Oui, et ce en dépit du fait que les négociations entre les deux pays ont finalement repris hier à Doha. Il s'avère qu'au sein des instances militaires américaines, on considère que si les pourparlers ne devaient pas aboutir, alors l'option d'un retour du combat serait à nouveau sur le devant de la scène. Il faut admettre que même si les pourparlers ont repris à Doha, ils se déroulent dans un climat de méfiance réciproque entre Iraniens et Américains et à l'ombre des déclarations de plus en plus provocatrices de dirigeants iraniens envers les États-Unis. Quant au vice-président J.D. Vance, il a affirmé hier être inquiet à propos du dossier nucléaire iranien. Et puis on a parlé cette semaine à nouveau du Conseil de la paix de Donald Trump pour la bande de Gaza. Et puis hier, un développement justement important à ce propos. Oui, le Conseil de la paix a en effet annoncé hier que l'UNRWA ne pourra avoir de place dans le nouveau Gaza. Et de facto, ce Conseil a décidé d'écarter l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens de toute mission dans la reconstruction de la bande de Gaza. Selon les membres du Conseil de la paix, la population civile palestinienne mérite mieux que le soutien de l'UNRWA, qui a été accusé, je vous le rappelle, d'avoir pactisé et collaboré avec le Hamas durant la guerre et même avant, et d'avoir perpétuer le statut des réfugiés palestiniens au sein de la population gazaoui. Il faut rappeler qu'Israël a expulsé tous les fonctionnaires de l'UNRWA de son territoire. Et puis hier, dans la bande de Gaza, justement, le Shin Bet et Tzal ont éliminé un terroriste palestinien qui préparait des attentats contre Israël. Oui, ce terroriste était commandant d'une section du Hamas et il était chargé durant la guerre de préparer des attaques de tireurs palestiniens contre des soldats israéliens. Au cours des derniers mois, il a été très actif dans le renforcement du mouvement terroriste sunnite dans la bande de Gaza, ou en tout cas dans la partie de la bande de Gaza qui est sous contrôle du Hamas. La Knesset a adopté hier soir en première lecture la loi fondamentale sur la centralité de l'étude de la Torah. Oui, 63 députés de la coalition ont voté en faveur de ce projet de loi, y compris Binyamin Netanyahou. 53 députés de l'opposition ont voté contre et parmi eux plusieurs députés Likoud comme Dani Louz, Yuli Edelstein et Sharon Haskel. Le vote est intervenu à l'issue d'un débat houleux. Il faut noter que ce vote est intervenu dans le cadre d'un deal, d'un marché entre les partis arabes et les partis orthodoxes. Et oui, les partis orthodoxes se sont engagés à ne pas soutenir le projet de loi contre les appels bruyants du muezzin dans certaines villes israéliennes, tandis que les députés arabes israéliens se sont engagés, eux, à ne pas participer donc au vote de la loi sur la centralité de la Torah, ce qu'ils ont fait donc hier. La délégation israélienne venue prêter main forte aux sauveteurs après le tremblement de terre au Venezuela est arrivée sur les lieux du sinistre. Oui, cette mission est conduite par l'ambassadeur d'Israël au Mexique, Yoed Magen, et par le général Elad Edri, qui est l'un des commandants de la défense passive. Dès leur arrivée, les membres de la délégation ont entamé un travail de recherche de survivants en étroite collaboration avec les autorités locales. Enfin, c'était hier soir l'ouverture des 22e Maccabiades à Jérusalem. Oui, effectivement, une ouverture très forte en couleur, en joie et en émotion également. Plusieurs milliers d'athlètes juifs venus de 35 pays ont défilé dans le stade Teddy Kollek à Jérusalem, avant d'assister à un spectacle de haute tenue. L'un des instants les plus émouvants était celui du souvenir à la mémoire de ceux qui sont tombés le 7 octobre et durant la guerre. C'est l'ex-otage Idan Alexander qui a été honoré, qui a raconté comment après des centaines de jours de détention dans les cachots du Hamas, il a pu reprendre son service militaire dans Tsahal. Et puis il y a eu également les discours du Premier ministre et du président de l'État Yitzhak Herzog qui ont insisté sur le lien indéfectible entre l'État d'Israël et les communautés juives de diaspora et qui ont souhaité bienvenue à la maison au milliers de sportifs juifs présents. Et on va terminer tout de même parce qu'il faut le mentionner, c'était mentionné dans le journal d'information, c'était mentionné.
Au cours de ces 22 Maccabiades, il faut rappeler qu'il y a parmi ces sportifs une délégation de 55 sportifs israéliens issus de la Aliyah de France, une délégation parrainée par Kalita qui a défilé hier en portant une banderole sur laquelle figuraient les noms de tous les soldats francophones tués au combat durant la guerre, et sur le t-shirt officiel de cette délégation des Olim figure le nom du commandant Eliav Abitbol Zichrono Livracha, tombé au combat au sud Liban en octobre 2024. Une belle initiative dont nous reparlerons dans quelques instants dans le courant de cette heure d'actualité avec le responsable de cette délégation des Olim de France, Michael Kandel. Voilà, c'est la fin de ce journal d'information. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé à partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv, 33 à Be'er-Sheva et 37 degrés à Eilat. Boker Tov, à nouveau, nous sommes le 2 juillet 2026, le 17 Tammuz, jeune du 17 Tammuz aujourd'hui, 5786, Solal Ankawaita à la technique, Daniel Haïk au micro, vous retrouvez pour cette nouvelle heure d'actualité. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais faire le point avec vous parce que vous étiez à l'étranger, en Europe, la semaine dernière avec celle qui est aujourd'hui la vice-présidente de NGO Monitor, l'organisation dont vous êtes le représentant francophone, Olga Deutsch, et qui devrait devenir en tout cas officiellement dans quelques mois la présidente de NGO Monitor. Vous étiez avec elle donc en Europe, en particulier au sein du Parlement européen. Quel était le but de votre mission ? Nous sommes effectivement dans un marathon en ce moment de voyage, puisque à cause de la guerre en Iran, tous les voyages qu'on avait prévus ont été décalés. Donc c'est vrai que le mois de juin a été très, on va dire, intense. Donc on parlait de Olga et moi, on était effectivement au Parlement européen. On est parti aussi au Sénat en France, à l'Assemblée nationale. Il y a 2 semaines en arrière, elle était donc en Suède, aux États-Unis, au Canada. Donc c'est un vrai marathon, et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on présente un rapport que l'on a publié donc fin 2025 sur donc le contrôle des ONG humanitaires par le Hamas. Et donc comme je l'ai dit, on devait présenter ce rapport donc début 2026, mais à cause de la guerre en Iran, on a dû reporter tous ces voyages, et donc voilà, d'où le marathon du mois de juin. Alors d'abord, je voudrais qu'on commence par le commencement. Que renferme ce rapport ? Parce qu'on reparle du Hamas depuis quelques jours. On a insisté sur le fait que le Hamas se renforçait dans la zone qu'il contrôle de la bande de Gaza, et que, on va dire, l'aide humanitaire qui continue à entrer par centaines de camions chaque jour, eh bien, consolide le mouvement terroriste. Qu'est-ce que renfermait votre rapport ? C'est un rapport assez unique. Parce que ce n'est pas une analyse de NGO Monitor, mais simplement une traduction de documents officiels du Hamas qui ont été saisis à Gaza pendant la guerre, des documents donc en provenance du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, donc c'est la police du Hamas, et ces rapports, quand on les traduit, montrent une réalité que on pouvait imaginer à l'époque, mais qui est donc une réalité qui est décrite par le Hamas en lui-même. Donc en gros, ces rapports dévoilent que le Hamas, depuis de nombreuses années, tente de contrôler les ONG, tente de contrôler les infrastructures civiles, donc au moyen de leur police. Donc pour être un peu plus précis, ces rapports indiquent que dans chaque ONG humanitaire, vous avez ce qu'on appelle un garant. C'est donc une sorte de liaison, une personne donc qui est choisie par le Hamas, qui occupe donc un poste de cadre au sein d'une organisation internationale ou une organisation humanitaire. Et le but de cette personne, c'est donc de transmettre des informations au Hamas sur les budgets de l'ONG, sur ses projets, sur ses employés. Et bien entendu, le but de ce contrôle, de ce savoir du Hamas, c'est donc de contrôler l'aide humanitaire, de faire des changements à des projets,
pour ne pas, par exemple, révéler l'emplacement de tunnels, de changer des projets pour éviter que certaines personnes du Hamas soient donc découvertes par ces ONG et qui par la suite cette information c'est divulguée par Israël, donc peut aider Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Donc tous ces rapports montrent que le Hamas depuis de nombreuses années, parce qu'encore une fois ces rapports, ces documents sont donc de 2018 jusqu'en 2022, donc avant le 7 octobre. Et ils ont donc servent de preuve que le Hamas a tenté et de contrôler ces ONG pour servir donc sa cause, renforcer son contrôle militaire et utiliser finalement l'aide internationale à son profit. Alors, est-ce que ce rapport, est-ce qu'il y a des données aujourd'hui qui sont plus réactualisées, qui datent d'après le 7 octobre, qui montrent, on va dire, le comportement, l'attitude du Hamas par rapport à l'acheminement de l'aide humanitaire aujourd'hui ? Alors bon, on a vu toutes les vidéos, tous les témoignages, on va dire, de Gazaouis, où on voit par exemple voilà des terroristes du Hamas qui montent sur les camions, qui essaient de le voler. On voit qu'ils ont tenu pendant la crise humanitaire, lorsque tout le monde accusait Israël de famine, on voyait que le Hamas avait des hangars pleins, etc. Donc on a ce genre d'informations, mais des informations uniques telles que l'on a récupérées pendant la guerre, ces informations donc on a dévoilées il y a quelques mois en arrière, pour l'instant on n'en a pas, puisque encore une fois ce sont des documents officiels du Hamas qui ont été saisis par l'armée israélienne. Peut-être que par la suite on découvrira d'autres documents plus récents sur ce qui s'est passé depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, mais pour l'instant on n'a pas ce genre de documents. Encore une fois, il n'y a pas une problématique que Vincent a montré aujourd'hui à l'Union européenne, en particulier des documents qui datent d'avant le 7 octobre, quels peuvent être leur impact, alors qu'on sait que aujourd'hui, on va dire, le narratif des Européens, c'est d'essayer d'abord de dire qu'il y a, comme cela s'est produit ces dernières années, il y a un phénomène de famine, il y a un génocide des populations civiles palestiniennes. C'est-à-dire, finalement, lorsque vous présentez des documents de ce type, est-ce que la réponse des élus européens, c'est pas de dire oui, mais qu'est-ce qui se passe depuis aujourd'hui ? Au contraire, parce que justement, si on avait présenté des rapports, on va dire, datant de 2023 jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu dire bon bah finalement c'est la guerre, le Hamas essaie de défendre ses intérêts, essaie de faire avancer son programme, il utilise l'aide humanitaire pour se renforcer, etc., etc. Là, on montre un schéma, donc une réalité telle qu'elle était avant le 7 octobre. Donc, je vous rappelle que NGO Monitor a été créé il y a 25 ans, que depuis 25 ans, nous alertons les Européens, les Américains sur les risques donc que des organisations terroristes telles que le Hamas, le FPLP, etc. Manipulent l'aide internationale. On a alerté depuis de nombreuses années et c'est vrai qu'on n'a jamais été à l'écoute. Et là, en disant, attendez, de 2018 à 2022, on a des documents officiels qui prouvent que effectivement le Hamas contrôle les ONG. Ça, c'est quelque chose qui a énormément choqué donc les députés européens, les députés français et d'autres députés de gouvernements européens. Donc non, au contraire, je pense que lorsqu'on présente une réalité qui est donc avant la guerre, une pré-guerre, ça montre clairement que le Hamas a toujours essayé de faire avancer ses intérêts en volant l'aide humanitaire. Alors, l'écoute, elle était attentive à vos présentations de rapports. Est-ce que les députés européens ont écouté ce que vous avez dit, ont réagi, ont commenté, se sentent même peut-être identifiés à ce que vous disiez ? Oui, tout à fait. Encore une fois, il y a vraiment une surprise, un choc de ces députés. Mais on n'a pas rencontré que des députés, on a rencontré aussi donc des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires européens qui nous ont dit oui, effectivement, c'est ce genre de situation, on peut la retrouver dans d'autres conflits, que ce soit donc en Afghanistan, en Syrie. Donc ils ont admis que ce genre de problématique pouvait se passer, mais pour eux, pour ces fonctionnaires européens, ils disent bon bah c'est le prix à payer en définitive pour donner à manger aux Gazaouis, pour leur donner donc des médicaments, pour leur donner une éducation.
et d'autres services humanitaires basiques. Donc ils voyaient ça vraiment comme un collatéral. Maintenant, le problème, c'est que ce collatéral a coûté la vie à des centaines, voire des milliers d'Israéliens depuis des années. Et il faut changer de paradigme aujourd'hui, étant donné que on sait très bien qu'il va y avoir dans un futur proche ou moyen donc une reconstruction de Gaza, et que cette reconstruction va s'accompagner donc de centaines de milliards d'euros ou de dollars qui vont atterrir à Gaza et qui risquent encore une fois d'être pris enfin du moins une partie par le Hamas pour servir ses intérêts. Il n'y a pas eu, par exemple, de votre part, une démarche visant à dire l'aide humanitaire est synonyme de soutien et de renforcement du Hamas ? Bien sûr qu'on l'a dit encore une fois. Oui, c'est-à-dire, vous l'avez dit, mais est-ce que c'est quelque chose qui est perçu par les élus européens ? Ils le comprennent aujourd'hui. Ils le comprennent qu'il y a un risque, et c'est vrai qu'aujourd'hui les députés européens demandent donc des comptes auprès de la Commission européenne notamment, et demandent donc l'inclusion de nouvelles normes, de nouvelles directives justement pour éviter que cette aide tombe dans les mains du Hamas. Mais c'est compliqué, il faut être inventif, créatif. Et aujourd'hui, dans toute cette pagaille qu'on voit à Gaza, c'est très difficile d'élaborer de nouveaux systèmes. Je vous donne un exemple. Par exemple, le programme alimentaire mondial, donc qui est financé entre autres par l'Union européenne, des bourses, du cash, donc des sommes en espèces aux Gazaouis. Maintenant, on sait que le Hamas contrôle un ministère qui s'appelle le ministère du développement social. Et ce ministère donc fournit les listes de personnes qui sont censées donc recevoir cet argent du programme alimentaire mondial. Donc on peut imaginer que lorsque le Hamas fournit les listes des personnes qui sont censées être aidées, les personnes qui sont censées être aidées seront donc des proches du Hamas ou des gens qui adhèrent à leur idéologie. Donc il y a un vrai problème là-dessus. On a alerté le Parlement européen et les fonctionnaires européens sur ce genre de problème. Et donc, ils devront essayer de trouver avec les experts en contre-terrorisme des astuces pour éviter justement que ces sommes en cash ou encore une fois l'aide humanitaire simple tombent entre les mains du Hamas. Mais c'est pas évident. C'est une tâche qui demande beaucoup de travail. Eh bien, merci beaucoup Vincent Ancheba de nous avoir éclairé donc sur ces missions, on va dire, que vous effectuez régulièrement et que vous avez effectué il y a quelques jours à peine en Europe pour essayer de mieux expliquer aux élus européens, aux fonctionnaires de l'Union européenne la situation en particulier dans la bande de Gaza. On espère que bien entendu ce travail aura un impact sur le comportement, l'attitude des Européens, même si on n'en est pas tout à fait sûr parce qu'il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation Vincent, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone au sein de NGO Monitor. Merci encore. Merci Daniel, bonne journée. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer évidemment cette revue de la presse par un terrible anniversaire qui fait la manchette des quotidiens israéliens, qui est omniprésent également sur les sites d'information. Oui, effectivement, Ilana, il s'agit des 1000 journées de guerre en Israël depuis le terrible 7 octobre. C'est aujourd'hui. Et c'est le Israël Hayom qui a choisi de titrer sur les 2 tiers de sa première page 1000 journées de guerre, avec en photo d'illustration celle du site du festival Nova où s'est produit ce jour-là, on le sait, l'un des plus terribles massacres de l'histoire depuis la Shoah. Et en sous-titre, le Israël Hayom parle de carrefour effrayant. Il nous présente en page intérieure les familles de 4 victimes des massacres. Pour le Israël Hayom, durant cette guerre des 1000 jours, le Moyen-Orient a dramatiquement changé, mais pas obligatoirement en notre faveur, en faveur d'Israël. Tandis qu'en Iran, les gardiens de la révolution restent omniprésents à la tête du pouvoir. Alors dans le même esprit, on va s'intéresser à ce qu'on peut lire, Daniel, dans le Yediot Aharonot. Alors le Yediot Aharonot lui a choisi de consacrer toute sa première page à cet anniversaire. Il ne mentionne qu'un chiffre, 1000 pour ces 1000 journées de guerre. Et la photo choisie par le Grand Quotidien est celle d'une des grandes brèches ouvertes le 7 octobre par les terroristes du Hamas dans la barrière de sécurité qui séparait l'État d'Israël de la bande de Gaza. Et le journal résume en quelques mots des sentiments, les carences, les massacres, les otages, mais aussi la bravoure, le prix à payer, la restauration nationale et cette guerre qui n'est toujours pas terminée.
Et ce matin, dans le cadre de ces 1000 jours de guerre, le Yediot se focalise sur les réservistes. Oui, et en particulier sur l'un de ces centaines de milliers de réservistes qui ont combattu à Gaza et au sud Liban. Ce réserviste dont le journal T le nom a déjà effectué au cours de cette guerre des 1000 jours, plus de 600 jours de Milouim, de période de réserve. Et le journal évoque les conséquences de ce service militaire prolongé pour sa famille, pour ses enfants qui ont grandi au cours des 3 dernières années quasiment sans père. Et il donne la parole également à son épouse qui raconte qu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte de leur dernier enfant par WhatsApp, car il était encore une fois en Milouim. Et bien sûr, lorsque l'on parle de période de réserve, le dossier du partage équitable du fardeau sécuritaire n'est jamais très loin, avec une frustration et un sentiment pour ce réserviste d'être toujours le même à supporter ce fardeau sécuritaire et qu'il n'y a pas de partage, on va dire, équitable de ce fardeau sécuritaire dans la société israélienne. Et puis, en colonne du Yediot Aharonot, toujours le journal qui a réuni 18 des premières pages de cette période de guerre. Oui, cela va du 8 octobre où le journal titrait « La guerre pour protéger le foyer national » jusqu'à la première page de ce dimanche 28 juin avec la conclusion de l'accord entre Israël et le Liban, en passant par les unes de l'annonce du premier marché de libération d'otages, c'était en novembre 2023, par l'annonce de l'opération des Beepers, celle qui a conduit à l'élimination de Hassan Nasrallah, puis à celle d'Yehia Sinwar à Gaza et enfin à celle d'Ali Khamenei le 28 février dernier au début de la guerre contre l'Iran. Des unes qui nous rappellent une histoire, notre histoire au cours de ces 1000 journées de guerre. Et puis le Israël Hayom, Daniel, lui aussi revient sur ces 1000 journées intenses qui ont bouleversé la région. Et parmi les conséquences néfastes de cette guerre, le repli stratégique des Saoudiens qui avant le 7 octobre étaient à 2 doigts de normaliser leurs relations avec l'État d'Israël et qui depuis ne cessent de radicaliser leur position à ce sujet. Mais ce n'est pas la seule répercussion négative. Malgré les éliminations prestigieuses des plus farouches ennemis d'Israël, l'État hébreu se retrouve dans une situation sécuritaire toujours périlleuse avec un Hamas qui continue à se renforcer dans la bande de Gaza, un Hezbollah qui n'a pas l'intention de se laisser désarmer par l'armée libanaise et un Iran qui continuerait à se maintenir en dépit des coups durs qu'elle a reçus au cours des derniers mois de la part d'Israël et des Américains. Et ce matin, en page d'ouverture du Maariv, également une analyse légèrement plus optimiste sur la détresse actuelle du Hezbollah. Oui, le Maariv nous explique que selon Tsahal, il y aurait actuellement entre 30 et 40 terroristes chiites qui seraient coincés dans les tunnels construits par le mouvement terroriste sous le Beaufort, le fameux château du Beaufort, et sous la crête de Ali Taher au sud Liban, là où se trouvent des forces de Tsahal. Et Tsahal aurait donc éliminé plusieurs terroristes qui auraient tenté de rejoindre leurs camarades bloqués donc dans cette zone désormais sous contrôle israélien. On s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin aussi dans leurs commentaires sur ces 1000 jours de guerre. Reinhard Sisror dans le Yediot Aharonot nous suggère de revenir à nos engagements du 8 octobre 2023, ces engagements que nous avons pris au lendemain des massacres dans une forme d'unité nationale retrouvée, ces engagements que nous avons pris en comprenant que sans eux, Israël n'aura pas le droit ni le pouvoir de vivre. Ben-Dror Yemini lui revient au 7 octobre et affirme que dès cette journée, nous savions qu'il allait falloir aussi combattre face à l'opinion publique internationale et pas seulement sur les champs de bataille. Et Ben-Dror Yemini déplore que des ministres israéliens aient cru nécessaire de faire véhiculer des déclarations qui ont affecté l'image d'Israël au sein de la communauté internationale. Il écrit « Nous avons l'habitude de dire que le monde entier est contre nous. Ce n'est pas vrai. Beaucoup, effectivement, sont contre nous, mais nous aussi, nous sommes parfois contre nous-mêmes. » Quant à Avi Sakharov, il est pessimiste et titre son éditorial de la victoire totale, si chère à Binyamin Netanyahou, à la défaite politique. Et il met cette défaite politique d'Israël sur le compte du refus du gouvernement d'accorder le moindre pouvoir à l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. C'est un terrible ratage politique, affirme-t-il, dont nous mesurons actuellement les conséquences. Dans le Israël Hayom, on trouve également un dossier sur un projet visant à empêcher un 7 octobre de plus le long de la frontière israélo-jordanienne. Oui, effectivement, il s'agit de la plus longue frontière d'Israël, près de 500 km du nord au sud. Et pour empêcher qu'un 7 octobre ne se reproduise le long de cette frontière à l'est du pays, la ministre de l'implantation, Orit Struk, veut augmenter le nombre de localités à créer le long de cette vallée du Jourdain. Et puis enfin, on va terminer cette revue de la presse par un survol de la dernière édition d'Actu-J qui paraît aujourd'hui en France et en Israël. Oui, et le dossier de la semaine dans Actu-J est consacré au nucléaire iranien. Le journal titre « Le nucléaire iranien, un mensonge atomique ». Et dans ce dossier, les journalistes d'Actu-J expliquent comment et pourquoi les Iraniens continuent à duper l'Occident dans le dossier nucléaire. Également dans Actu-J, un article sur l'accord conclu entre Israël et le Liban, un accord qui, selon le journal, redonne un peu d'espoir à la région. Et puis dans Actu-J de cette semaine également, un anniversaire, les 50 ans de l'opération Entebbe,
l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire d'Israël. Plus de 5000 médecins issus de 46 pays différents se sont mobilisés aux côtés de l'association médicale israélienne menacée de boycott par la revue The Lancet. La prestigieuse revue médicale britannique avait publié un appel à l'exclusion de l'association médicale israélienne de l'association médicale mondiale. Cette association israélienne avait été accusée de ne pas avoir condamné ce que les auteurs de cet appel qualifient de génocide des Palestiniens, ainsi que la destruction du système de santé de Gaza et les mauvais traitements infligés à des détenus palestiniens. Fin de citation. 1150 professionnels de santé issus de différents pays avaient signé cet appel au boycott. Coup de théâtre ce 1er juillet avec une pétition signée par 5000 médecins du monde entier dans laquelle les signataires rappellent que les organisations médicales doivent demeurer des espaces de coopération scientifique et universelle et non servir d'instruments d'exclusion politique susceptibles d'encourager des actions agressives telles que l'ostracisme et la mise à l'écart. L'exclusion ou le boycott constituent des démarches agressives contraires à notre mission médicale. La pétition affirme par ailleurs que la tentative de boycotter l'association médicale israélienne ne sert en rien les valeurs de la médecine, mais leur porte au contraire atteinte. Les signataires y dénoncent la nature des accusations portées contre l'organisation israélienne. Ils disent « Les accusations formulées à l'encontre de l'association médicale israélienne sont dans le pire des cas des mensonges et dans le meilleur des cas des affirmations controversées présentées comme des faits tout en ignorant totalement la part de responsabilité du Hamas dans la destruction du système de santé à Gaza et dans la violation de la Convention de Genève. » À ces 5000 toubibs, on dit bravo pour leur diagnostic éclairé. Et vous autres, ayant signé l'appel au boycott, on ne vous félicite pas pour votre erreur médicale. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Meir Masri. Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, cher Daniel, comment allez-vous ? Nous, ça va. On voulait avoir de votre appréciation sur les derniers développements. On est aujourd'hui 1000 jours après le début de la guerre. Il y aura de multiples commémorations pour marquer ce terrible anniversaire. 1000 jours de guerre. Et le moins que l'on puisse dire ce matin, lorsque l'on entend les journaux de la radio et même lorsque l'on consulte les journaux de papier, eh bien, on a un peu le sentiment d'une forme d'amertume, d'une forme de campagne inachevée. Cette guerre n'est pas encore terminée. On a le sentiment qu'Israël n'est pas encore venu à bout de ses ennemis, ni du Hamas dans la bande de Gaza, ni du Hezbollah au nord, ni de l'Iran. Comment vous analysez la situation géopolitique dans laquelle on évolue aujourd'hui ? Je vais vous étonner pour quelqu'un de naturellement pessimiste. Je suis optimiste quant à la situation au Proche-Orient pour Israël, parce que si on m'avait dit le 6 octobre 2023, et je me souviens très très bien de ce jour, puisque je venais de rentrer de France, et qu'on me disait, eh bien, dans 3 ans, il n'y aura plus de régime de Bachar el-Assad, l'Iran n'exercera plus la moindre pression sur le régime syrien, le Hezbollah sera décapité, Israël réinvestira le Sud-Liban et même ira au-delà du Litanie. 70% de la bande de Gaza sera occupée par Tsahal et ce sera une zone essentiellement militaire et qui sera dépeuplée. Si on m'avait dit que l'Iran sera bombardé et qu'on ira en guerre avec les États-Unis, non pas protégés par les Américains, mais côte à côte avec les Américains, pour bombarder des milliers, voire des dizaines de milliers de cibles militaires, miliciennes et stratégiques iraniennes, eh bien, je vous dirais, mais, monsieur, c'est pas réaliste ce que vous dites. Eh bien, je pense que ce qui a été réalisé est tout simplement grandiose. Et grandiose compte tenu des enjeux, mais aussi compte tenu de la taille objective d'Israël. Je veux dire, on parle quand même d'un pays de moins de 10 millions d'habitants, d'une superficie
extrêmement modeste. On est l'un des 3 ou des 4 pays les plus, des 3 pays les plus modestes du point de vue de leur superficie au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, Israël est courtisé par un nombre impressionnant de pays arabes et islamiques, que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie, en Afrique. Écoutez, moi je pense que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Même si par exemple, le 7 octobre, même si, pardon, plus de 40 000 missiles et roquettes sont tombés sur le Negev occidental à partir de la bande de Gaza, dans l'impunité la plus totale. Rien n'a été fait pour empêcher cela. Le Hezbollah a réussi à mettre en place un État dans l'État au Liban, un État clandestin dans l'État légal. Il était devenu l'une des armées les plus puissantes du Proche-Orient. Et il avait creusé des tunnels, il avait mis des stocks d'armes, implanté des missiles iraniens dans la zone tampon, sous la supervision de la FINUL qui ne servait absolument à rien. Pendant 17 ans d'impunité, que ce soit sur le front nord ou le front sud, avec un Iran qui encerclait Israël, eh bien aujourd'hui la situation est bien meilleure. Alors oui, le régime iranien est encore là. D'accord, très bien. Effectivement, le Hezbollah continue à exister, ne serait-ce que formellement. Le Hamas est là. Mais le Hamas contrôle quoi aujourd'hui? 30% de la bande de Gaza. Nous partageons aujourd'hui la bande de Gaza avec le Hamas. On leur a laissé 30%. Nous avons pris 70%. Cette situation pourrait durer des décennies si rien n'est fait pour désarmer le Hamas et traduire ce qui reste de ces cadres devant la justice. Oui, mais par exemple, vous parliez à l'instant des alliances avec d'autres pays, les pays arabes modérés. Je me souviens qu'à la veille du 7 octobre, eh bien, le prince Mohammed bin Salman avait dit nous sommes à 2 doigts d'un accord de normalisation avec l'État d'Israël. Or, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire vraiment qu'on ait progressé, on a plutôt bien régressé. Le sentiment, c'est que les Saoudiens aujourd'hui n'ont pas du tout l'intention de conclure un accord de normalisation avec Israël, que même leur partenariat avec les États-Unis est remis en cause. On les voit en tout cas peut-être en train de flirter avec l'Iran. C'est pas préoccupant, ça? Est-ce que tout se résume dans le rythme de rapprochement avec l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est là le critère fondamental pour évaluer les succès diplomatiques et stratégiques d'Israël dans la région? Franchement, Israël n'a pas amendé la paix. Israël n'a pas amendé la paix. La normalisation avec l'Arabie Saoudite serait un exploit majeur pour les Saoudiens aussi. Je veux dire, Israël ne veut pas se suicider pour plaire aux pays arabes. L'Arabie Saoudite a toujours dit que, oui, effectivement, il y a eu cette fameuse déclaration du prince Ben Salman affirmant que chaque jour qui passe nous rapproche de la normalisation avec Israël. Mais est-ce qu'il a normalisé avec Israël avant le 7 octobre? Est-ce que nous avions déjà une ambassade à Riyad? Est-ce que des responsables saoudiens étaient venus officiellement faire des déclarations à l'aéroport Ben Gurion ou dans les instances officielles à Jérusalem? Ça restait quand même déclaratif, je veux dire. Mais si on compare cela au fait qu'aujourd'hui, Israël est présent militairement en Syrie, Je veux dire, on a mené des opérations d'envergure au Yémen, où l'état-major yéménite a été décimé, où le conseil des ministres a été bombardé. Je veux dire, l'Iran a été atteint en profondeur, y compris en proximité de la frontière entre l'Iran et le Pakistan, par l'armée de l'air iranienne. Alors, est-ce que finalement, ce sentiment que l'on a, par exemple, quand on lit la presse israélienne de ce matin, elle est globalement très pessimiste. C'est peut-être, on va dire, cette incompréhension mutuelle entre l'Orient et l'Occident, Meir, c'est-à-dire le fait que l'Occident voudrait voir des victoires, un peu comme Binyamin Netanyahou dit, victoire totale, et que finalement, face à certains pays d'Orient, en particulier, je parle du régime iranien, qui n'a que faire d'assassiner des dizaines de milliers de ses citoyens, et qui est prêt à tout faire pour donner le sentiment qu'il contrôle. Finalement, de l'autre côté, on n'a pas encore compris que ça ne marchait pas comme ça du côté de l'Orient, et qu'en Orient, eh bien, ça ne se mesurait pas, on va dire, à une victoire ponctuelle automatique, mais peut-être à une victoire dans le long terme. Et si je veux être précis, moi je pense que le sentiment de malaise qui existe en Israël, c'est plus un sentiment de solitude. Je veux dire, finalement, on se sent seul. Même les Américains se lassent assez vite, finalement. Ouais. Parce qu'il y a des pressions qui sont exercées sur la Maison-Blanche, aussi pro-israéliennes soient-elles, des pressions d'abord internes, au sein même du Parti républicain, des pressions économiques, à part d'un certain nombre de lobbies
aux États-Unis également, le pétrole, etc. Parce que les Américains ont leurs alliés dans la région. Je veux dire, il existe entre Jérusalem et Washington une convergence quasi parfaite des intérêts stratégiques de long terme. Là, c'est incontestable. Mais sur le plan tactique, sur le plan des priorités, il y a des divergences. Je veux dire, les Américains sont sensibles aux pressions qui viennent des pays du Golfe, qui ont été très affectés par la fermeture du détroit d'Ormuz, mais aussi par les bombardements des Iraniens pendant des semaines et des semaines. Oui. L'Arabie Saoudite, les Émirats, tout ça, c'est des pays qui ne peuvent pas supporter une situation de crise aussi importante. Et les Américains ont été insensibles à cela. Les Américains ont des relations privilégiées avec un certain nombre de pays qui ne sont pas les meilleurs amis d'Israël, comme la Turquie, par exemple. Oui. Et donc, nous n'avons pas nécessairement les mêmes priorités, et des fois, on pense que c'est regrettable. Je veux dire, on aurait pu faire mieux, c'est sûr, mais ça ne dépendait pas d'Israël. Ça dépendait de l'alliance avec les Américains et du contexte international dans lequel cette guerre s'est déroulée. Alors, je voudrais avoir votre appréciation d'orientaliste et d'expert sur ce qui se passe dans le Nord, les négociations entre Israéliens et Libanais qui ont abouti à un accord. Concrètement, sincèrement, Meir, vous pensez que cet accord a une chance quelconque de se concrétiser ou on va dire c'est uniquement pour la galerie, comme on dit ? Vous savez, le Liban a dans mon cœur une place spéciale. Le Liban, d'ailleurs, très peu de gens savent qu'Israël et le Liban ont déjà été en paix. Oui. Nous avons signé un traité de paix le 17 mai 1983, un traité de paix qui reconnaissait Israël comme un allié du Liban, Jérusalem comme sa capitale. Un traité très évolué à bien des égards et qui a été non seulement signé par Beyrouth, mais il a également été ratifié au Parlement libanais à une large majorité. Avec la participation de députés, donc de différentes confessions, de Russes, sunnites, chiites, etc., et n'a été abrogé que sous la force de l'occupation militaire syrienne un an plus tard, en 1984. Tout au long des dernières décennies, Israël a entretenu des relations avec un certain nombre de formations politiques au Liban. Israël a des alliés au Liban. Et c'est pour ça que je ne suis, encore une fois, pas pessimiste pour ce qui concerne l'avenir des relations entre Israël et le Liban. Mais seulement, je constate, j'observe que cela n'a pas beaucoup de chances d'aboutir sans la pression militaire. C'est-à-dire, la coercition est un élément et un levier fondamental pour Israël pour faire avancer la paix avec le Liban. Israël n'est pas en guerre avec le Liban. Et d'ailleurs, je le signale ici, Israël n'a jamais été en confrontation militaire directe avec le Liban officiel, oui, avec l'armée régulière du Liban. Oui. Toutes les guerres ont été menées au Liban, ont connu des confrontations militaires avec des éléments étrangers, oui, à la souveraineté libanaise, l'armée syrienne, l'OLP, le Hezbollah. Israël n'a jamais été en guerre avec le Liban. Puis, même en 1948, la participation libanaise était une participation verbale. Oui. Il n'y a pas eu une seule balle tirée sur la Haganah durant la guerre de 48-49, la guerre d'indépendance d'Israël. Donc je ne suis encore une fois pas pessimiste quand on entend les déclarations, je ne dirais pas de députés de la droite chrétienne au Liban, ce qu'on appelle la droite chrétienne au Liban, qui est toujours traditionnellement favorable à la paix avec Israël. Mais je vous parle du président de la République, c'est-à-dire qui régulièrement appelle au désarmement du Hezbollah par la coercition et explique qu'Israël n'a pas intérêt à maintenir cet état de guerre avec le Liban, avec Israël. Ça veut dire quoi, n'a pas intérêt à maintenir cet état de guerre? Ça veut dire intérêt à signer la paix avec Israël. Ce sont des déclarations qu'on n'a pas beaucoup entendues de présidents libanais durant les 20 ou les 30 dernières années. Et c'est encore une fois l'une des conséquences de cette guerre des 1000 jours, l'une des conséquences de la chute du régime baathiste à Damas et de l'éloignement stratégique mais aussi géographique de l'Iran, compte tenu du fait des défaites qu'Israël a fait subir à l'Iran et notamment le fait que l'Iran ait été chassé de Syrie. Ouais. On le comprend bien, en tout cas, on le voit, même 1000 jours après la guerre, eh bien, les avis sont divergents concernant l'impact de ce conflit sur le Moyen-Orient, l'ensemble du Moyen-Orient. Merci Meir de nous avoir donné un petit peu de baume au cœur, un petit peu plus d'optimisme que ne le sont les observateurs de la presse israélienne de ce matin, en particulier, enfin dire une majorité des observateurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Dr Meir Masri, à bientôt. Eh bien, nous sommes en ligne avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov.
Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin en cette journée de Shiva Asar Betammuz, du 17 Tammuz, jeûne de 17 Tammuz, qui a de multiples significations. On y reviendra peut-être avec vous dans la seconde partie de notre entretien, mais je voudrais tout de même qu'on mentionne, comme on le fait ces dernières semaines, la paracha de la semaine, parce qu'elle est extrêmement riche, cette paracha de la semaine, comme beaucoup de parachéotes, en particulier dans le livre de Bemidbar, la paracha de Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Et à travers Pinchas peut-être, ou en tout cas à travers Moshe Rabbeinu, la question de savoir quelles sont les caractéristiques, les qualités nécessaires pour être le leader d'une nation telle que le Ham Israël. Et c'est effectivement ce qui est mentionné dans la paracha, parce que dans la paracha de la semaine, eh bien Moshe Rabbeinu, d'une certaine manière un peu résigné, comprend qu'il ne rentrera pas dans la terre d'Israël, et il comprend qu'il va falloir désigner un successeur. Alors il énonce les qualités de ses successeurs. Alors essayez de nous donner un portrait robot de celui qui pourrait être le leader après le leadership exceptionnel de Moshe Rabbeinu. Dans cette demande de Moshe Rabbeinu à Dieu de choisir son successeur, en 2 versets, Moshe Rabbeinu fait un portrait robot finalement de ce successeur. Alors, le premier point qu'il évoque se trouve dans la manière dont il appelle Dieu. Elohé Aruchot. Elohé Aruchot Yechol Basar. Oui. Le Dieu des esprits de toute chair. Et les commentateurs disent, en fait, c'est une allusion au fait que la première qualité du leader, c'est d'écouter, c'est l'empathie, c'est d'avoir une capacité à se mettre à la place de chacun. Alors c'est un peu difficile, mais en tout cas c'est une qualité absolument requise. C'est d'être à l'écoute de son prochain, c'est cela, hein, surtout de son le prochain. C'est-à-dire de ceux qu'on va diriger, c'est-à-dire de n'avoir aucun sectarisme et de les écouter tous, de prendre en compte les besoins, les soucis, les orientations de chacun et de chacune, de manière à pouvoir justement exercer cette fonction de leadership. Donc, le leadership, c'est pas d'abord une autorité. C'est ça qui est extraordinaire. Le leadership dans la Torah, c'est pas d'abord une autorité. Le leadership, c'est une empathie pour autrui. Donc ça, c'est la première qualité qui est évoquée. Ça nous rapproche d'ailleurs de la Mishnah, d'une Mishnah de Pirkei Avot qui dit Mishe Ruach Habriot Nocha Emeno, et ça, le même terme, hein, Ruach Habriot, l'esprit des. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, la deuxième de ces qualités, elle est évoquée dans une expression qui semble être un peu curieuse au départ. Le leader doit les faire entrer. Les faire entrer, les faire sortir, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, il faut agir pour le peuple. Il faut avoir une attitude proactive et agir pour le peuple et ne pas agir pour soi. Ouais. Ce qui n'est pour pas ses évident. Intérêts. Pour ses intérêts. Donc, c'est pas évident pour un chef. C'est pas évident. Dans n'importe quel domaine, politique ou autre, ce n'est pas évident de ne pas privilégier ses intérêts personnels au détriment des intérêts des autres. Et pourtant, c'est absolument un impératif absolu, le désintéressement. Donc après l'empathie, le désintéressement. Ça pourrait être une volonté de dire le leader, il est à la fois peut-être le ministre des Affaires étrangères vers l'extérieur et le ministre de l'Intérieur aussi. C'est ça dans le peuple. Aussi, absolument. Il a cette double fonction. Et surtout, encore une fois, c'est dans une manière d'agir totalement désintéressée, c'est-à-dire de faire passer ses intérêts personnels après les intérêts de la collectivité. Voilà. Okay. Ça, c'est le deuxième élément fondamental qui ressort de ce portrait robot. La troisième. Moshe. Le troisième élément, il apparaît dans l'image du berger. Il faut que ce soit comme un berger. Je crois que
le peuple soit comme un troupeau sans berger, ouais. Donc un berger, c'est celui qui a une vision par rapport au troupeau. Le troupeau ne voit pas, n'anticipe pas, le troupeau n'a pas de vision. Le leader doit avoir cette vision, anticiper, s'élever au-dessus du quotidien et donc avoir le couronnement du leadership. Les bases du leadership, c'est effectivement l'empathie et le désintéressement. Et le couronnement du leadership, c'est cette vision-là qui est requise. Voilà de ramener les brebis égarées aussi, d'une certaine manière. Et ramener les brebis égarées, avoir une vision sur effectivement. Donc il y a tout ça dans cette image du berger qui est adossé, encore une fois, aux qualités de base qui sont l'empathie et le désintéressement. Alors c'est intéressant parce que la réponse d'Akadosh Baruch Hu, après que Moshe ait énoncé donc ses caractéristiques, ses qualités du leader, elle est immédiate. Et je crois que les commentateurs disent souvent, et je pense que le Rav Zaks le mentionne en évidence dans ses commentaires, sur la déception de Moshe Rabbeinu, parce que quelque part Moshe Rabbeinu, il espérait que peut-être ses enfants, comme les enfants de Aaron Cohen, puissent lui succéder d'une certaine manière, et donc il espérait, et Akadosh Baruch Hu met fin tout de suite à ses espoirs en disant, eh bien va voir Yehoshua, c'est celui qui répond à toutes ces caractéristiques. On voit même que Moshe Rabbeinu, parce que vouloir que ses enfants lui succèdent, on cède un peu à je dirais, à une satisfaction un petit peu personnelle, finalement, parce que chacun est fier de ses enfants, on voudrait que ses enfants réussissent et continuent dans la voie qu'on leur a tracée. Mais effectivement, Dieu le détrompe, il dit non, c'est pas ça, le profil que tu as décrit, c'est Yehoshua ben Nun qui le possède. Voilà, donc c'est lui qui sera ton successeur. Alors, ça nous amène maintenant à la quatrième qualité, et cette quatrième qualité du leader, vous la trouvez justement dans le jeûne de Shiva Asar Betammuz dans lequel nous sommes entrés ce matin. Comment on peut trouver une telle qualité de leader dans ce jeûne qui est, on va dire, qui est le prélude à ces 3 semaines de deuil dans lesquelles on entre en perspective de Tisha B'Av? Les jours de jeûne, c'est bien connu, sont des commémorations de catastrophes. L'Ishet Tammuz, il y a plusieurs catastrophes qui sont invoquées. La première d'entre elles, c'est la brèche dans le mur du temple avant sa destruction, etc. Je ne vais pas énoncer toutes les évocations qui sont faites par les maîtres. Mais donc c'est l'annonce d'une catastrophe qui est celle de la destruction du Beth Amikdash. Les autres jeûnes, d'ailleurs, aussi, c'est le Nafav, le 3, Tishri, le meurtre de Guédalia, enfin, donc ce sont des catastrophes qui ont eu des répercussions très profondes et tragiques sur le peuple d'Israël. Mais le prophète Zechariah nous dit, en fait, tous ces jours de jeûne vont se transformer un jour en jour de joie. Ça veut dire que dans chacun de ces moments où c'est l'obscurité qui semble l'emporter, il reste une étincelle de lumière et il y a une certitude prophétique, une émouna qui nous vient des prophètes, que cette étincelle de lumière va un jour l'emporter sur la domination de l'obscurité. Et ça, c'est absolument fondamental dans la émouna d'Israël de manière générale, mais c'est aussi fondamental dans la émouna du leadership d'Israël. Et d'ailleurs, tout au long de l'histoire, si le leadership d'Israël n'avait pas cette émouna-là, c'est-à-dire que malgré l'exil, malgré les difficultés, malgré les persécutions, un jour, cette étincelle de lumière qui subsiste va se développer et va l'emporter sur les ténèbres, eh bien, le peuple d'Israël n'aurait pas survécu. Donc, le leader, en plus de ces 3 qualités que nous avons développées il y a quelques instants, doit absolument avoir une très forte émouna, un très fort optimisme, une très forte confiance dans le destin du peuple d'Israël. Eh bien, c'est extrêmement passionnant et bien entendu, on peut se poser la question parce qu'on essaye toujours avec vous, David, de
transposer ça dans la réalité d'aujourd'hui. On est à la veille ou à l'approche des élections et on peut se demander effectivement si on peut trouver des leaders qui répondent à ces 4 qualités que nous venons d'évoquer. Est-ce que vous en voyez un ou est-ce que finalement c'est trop demandé dans le monde aujourd'hui politique d'espérer un leader qui rassemble, on va dire, l'ensemble de ces qualités? Écoutez, franchement, je ne les connais pas tous, je ne connais pas du tout assez pour pouvoir le dire. Enfin, c'est vraiment, il faut sonder les reins et les cœurs et j'en suis pas capable vraiment. Et puis, je dirais, je ne veux pas être trop imprudent à énoncer des noms. Mais non, mais je dirais que oui, on trouvera. Il doit y avoir, il émergera, si encore ça n'a pas été le cas, un leader de cette trempe. Ça a toujours existé dans le peuple d'Israël. À un moment ou à un autre, émerge un leader de cette stature, et même une stature encore plus grande. La foi messianique, c'est la foi en l'apparition du leader parfait, d'ailleurs, finalement. C'est pas autre chose que ça. Oui, et d'une certaine manière, quelque part, on a le sentiment que la société israélienne, elle aspire à un tel leader, surtout depuis le 7 octobre. Elle désavoue presque au quotidien les leaderships politiques traditionnels et pour essayer de chercher quelqu'un qui serait véritablement porteur d'une unité nationale, porteur d'un message, qui refuserait les honneurs, qui refuserait, on va dire, tout ce que renferme de srara, c'est-à-dire de prestige, cette fonction de leader, pour aller vers le peuple et pour essayer de le rassembler et lui permettre de relever les défis qui sont les siens aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Moi aussi, je sens comme vous, dans la société israélienne aujourd'hui, un tel désir très fort. Et ce désir pourrait être exaucé, je n'en doute pas. Je suis persuadé, moi, dans les nouvelles générations notamment, il y a des personnalités tout à fait remarquables dans tous les domaines. Je suis persuadé que l'une d'entre elles sera attirée par une fonction de leadership à la fois spirituelle et politique. Voilà, eh bien c'est en tout cas l'espoir qu'il faut formuler donc à l'occasion donc de cette paracha de Pinchas et de cette journée de Shiva Asar B'Tammuz, du jeûne de Shiva Asar B'Tammuz, qui donc nous projette vers la période des 3 semaines qui nous conduiront jusqu'à Tisha B'Av. Merci beaucoup David Saada d'avoir été avec nous ce matin pour commenter à la fois cette paracha et à la fois cette journée de jeûne. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Michael Kandel, Kiki, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on s'est déjà parlé cette semaine pour présenter justement les Maccabiades, les 22 Maccabiades qui ont débuté officiellement hier soir. Et bien entendu, au sein des Maccabiades, l'importante délégation des Olim que vous conduisez. Alors d'abord, premièrement, un premier sentiment, cette cérémonie d'ouverture, elle avait à la fois beaucoup d'éléments de joie, on va dire de décontraction, mais aussi beaucoup d'émotions, hein. Alors tout à fait, cette cérémonie donc a mêlé le sport, a mêlé la culture, les chanteurs, mais aussi beaucoup de souvenirs du 7 octobre, en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du président de l'État d'Israël Herzog et du maire de Jérusalem Moshe Leon. Et donc c'était vraiment très poignant, et c'était surtout magnifique de voir 47 délégations venues du monde entier défiler, et voilà, c'était vraiment très poignant. Et donc c'est quand même à côté du sport quelque chose qui est très important. Alors on le voit derrière, il y a le logo, on va dire, de la délégation des Olim de France qui vont concourir durant ces Maccabiades. Et il est au souvenir d'Eliav Abitbol, Zichrono Livracha. Je sais que le père d'Eliav était avec vous hier soir. Il y a aussi des instants d'émotion au sein de la délégation, en particulier de cette délégation qui, je le rappelle, est parrainée par Kalita. Alors tout à fait. On avait avec nous la chance d'avoir avec nous hier donc le docteur Marc Abitbol, père de Eliav Abitbol, qui est tombé au Liban il y a quelques mois. Et également, le frère de Ronnie Ganizat, Manu Ganizat, et Geneviève Molina, la mère de Valentin Guénassia,
Et donc ces 3 personnes étaient avec nous et ont parlé à la délégation. C'était vraiment extraordinaire, très poignant. Et c'est ce qu'a voulu faire Khalida dans ces Maccabiades-là, associer la mémoire de ces Khayalim tombés aux sportifs. Et donc c'était ces 3-là, mais il y en a quand même 42 autres qui sont associés à tous les sportifs. Alors, on va dire un mot de sport. Donnez-nous le programme, en tout cas pour la délégation des Olim. Quand est-ce qu'il y a des sportifs qui rentrent en lice? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons déjà notre équipe de volleyball, emmenée par Franklin Mimoun de Ra'anana, qui va tenter un exploit pour battre le Brésil aujourd'hui. Et demain, on aura déjà beaucoup plus de monde qui vont entrer en lice, puisque nos équipes de football et de tennis vont aussi commencer à concourir demain. Alors, une question, vous êtes lié avec la délégation française, enfin les quelques 50 sportifs français qui sont qui participent effectivement au Maccabiades? Alors tout à fait. Vous les avez rencontrés? Oui, tout à fait. On les a rencontrés. On était assis avec eux. On est une seule délégation. On a pu échanger beaucoup avec eux. C'est très sympathique, bien sûr. Cette délégation qui est emmenée par Pierre Haddad et Freddy Atlani. Voilà, ils sont que 50 cette année, mais bon, on a toujours des bons contacts. On a pu échanger et on espère aussi pouvoir le faire dans le futur. Eh bien, merci beaucoup Kiki Kandel d'avoir été avec nous ce matin pour nous donner, on va dire, ce premier aperçu de cette première journée des Maccabiades, le lendemain de cette cérémonie officielle, donc très, très émouvante, très haute en couleur, comme on dit. On se retrouve, on prend rendez-vous avec vous tous les matins, donc entre 8h et 9h, aux alentours de 8h45, pour faire le point sur les résultats de la délégation des Olim, on va dire de la délégation française et francophone au total, pour voir si on arrive à rafler une ou plusieurs médailles, on espère bien entendu. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Comme je l'ai dit, voilà. Ça va le faire. On va être optimiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt et à dimanche. Shabbat shalom. Au revoir. À bientôt.